Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci surtout de l'intérêt. Nous avons le privilège d'accueillir sur le plateau ce matin Madame Rodney Edmé. C'est une socio-professionnelle qui a quitté Haïti depuis quelques années déjà. Elle s'installe en Martinique et elle fait un travail qui retient l'attention. D'ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles je l'ai invitée à venir participer à cette émission, c'est après avoir lu qu'elle est une figure inspirante de la diaspora haïtienne en Martinique. Et de plus, elle figure parmi les rares personnes qui parlent d'Haïti en des termes élogieux. Donc, ceci est intéressant de comprendre et de savoir sa motivation. Est-ce qu'elle a l'intention de faire de la politique ou bien elle veut motiver ou encore inciter des étrangers à venir en Haïti? C'est entre autres raisons pour lesquelles j'invite cette socio-professionnelle qui est présidente de l'association Amitié Caraïbes-Amérique. Bonjour Madame Edmé, bienvenue sur Métropole. Bonjour Monsieur Théodore, bonjour à toutes nos téléspectatrices et téléspectateurs de Radio Télémétropole et aussi à nos internautes. Je suis vraiment ravie d'être là pour cette petite discussion, ce petit échange sur le plateau de Télémétropole. Je l'ai dit, vous vous installez depuis quelque temps, je dirais, en Martinique. Il n'y a pas de correction, il n'y a rien à rectifier, c'est correct? Alors, s'il faudrait me présenter, je dirais que je suis mère. Je suis également socio-professionnelle, comme vous avez dit, haïtienne et surtout une patriote. Donc, à la suite de mes études classiques, j'ai travaillé un petit peu en Haïti, dans le secteur privé, notamment dans une entreprise familiale bercée dans l'import et l'export, le commerce. Et puis, ce faisant, j'allais aussi à la faculté de droit et des sciences économiques de Port-au-Prince. Par la suite, j'ai eu l'opportunité d'intégrer l'administration publique dans laquelle j'ai un peu plus de 10 ans d'expérience, notamment avec le ministère du Tourisme en Haïti. Et arrivé là-bas, au fil du temps, j'ai encore eu la possibilité, à la faveur d'une coopération, de pouvoir aller compléter mon cursus universitaire à l'Université des Antilles Paul Martinique, notamment avec une spécialisation en administration publique et aussi un master en droit public. Donc, je suis arrivée là-bas, comme tout migrant, en étant confrontée avec cette réalité de débarquer sur un territoire, de ne pas avoir de repères, d'avoir certaines difficultés. Et Dieu merci, j'ai eu quand même pas mal de personnes, notamment de l'université, qui m'ont plus ou moins orientée. Et du coup, ça a suscité cette réflexion de savoir pourquoi mon expérience et ce que j'ai pu avoir comme support ne pourrait pas inspirer, ne pourrait pas guider le parcours de ceux qui vont arriver. Donc, c'est à la faveur de ces réflexions-là qu'avec un compatriote haïtien et des amis aussi que j'ai pu avoir en Martinique, on a fondé l'association Amitié Caraïbes-Amérique et je pense qu'on aura le temps de voir un petit peu la mission de cette association et qui aussi va permettre que non seulement nous puissions en fait être un certain repère pour ceux qui arrivent en Martinique jusqu'à ce qu'on commence à nous élargir un petit peu en Guadeloupe et parfois même en République dominicaine. Je dois comprendre aussi que quand on est formé, quand on fait des études, l'intégration est beaucoup plus facile? Alors, je ne pense pas qu'il y ait d'intégration facile, mais je pense qu'on peut affronter les difficultés d'intégration avec des mécanismes qui doivent être mis en place par la communauté d'accueil ou bien dans la communauté d'accueil. Voilà. Pourquoi on dit de vous que vous êtes une figure inspirante de la diaspora haïtienne en Martinique? Pourquoi?
Pourquoi? Alors, je ne sais pas trop comment répondre à cette question, mais je dirais que quand on laisse son pays pour aller quelque part, on peut être perdu. Et ce que j'ai compris, c'est que certaines personnes ne profitent pas de leurs expériences, qu'elles soient négatives ou positives, pour pouvoir influencer les autres. Et c'est ça que nous avons fait au sein de l'association. Donc, le fait de pouvoir mettre des stratégies en place pour accompagner ceux qui arrivent, ça fait effectivement que l'association, bon, et notamment moi en tant que présidente, on arrive à influencer certaines choses, à être présent auprès de la communauté haïtienne dans ses besoins, dans ses difficultés et aussi dans ses journées de joie aussi, notamment à travers les actions culturelles. Et vous prêtez vos services ou encore vous collaborez dans un média, Martinique Première. C'est facile pour vous d'avoir des auditeurs, des auditrices intéressés à ce que vous dites, à ce que vous faites? Alors, ce que je vais dire par rapport à ça, c'est que je collabore sur une émission, notamment qui s'appelle Madjoukan, avec Polo Assouvi. Madjoukan, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Honnêtement, je ne sais pas trop. Mais voilà, c'est avec le grand Polo. Bonsoir Polo, si tu regardes, eh bien, merci de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir vendre Haïti autrement. Parce qu'on le sait bien qu'à l'étranger, Haïti subit cette mauvaise presse. Et à travers cette émission, il y a une rubrique qui est baptisée Haïti, un autre regard. Et Haïti, un autre regard me permet, avec Polo, de pouvoir mettre les projecteurs sur ce qui se fait de bon en Haïti. Dans ce chaos que tout le monde entend, il y a quand même des actions, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui persévèrent et il y a aussi cette résilience du peuple. Donc, du coup, nous accueillons des invités avec des thèmes notamment sur la musique, le carnaval, le tourisme, l'éducation, tout ce qui mérite d'être valorisé. Et nous essayons de notre côté de promouvoir cette image-là d'Haïti, de dire qu'Haïti, ce n'est pas que le chaos, ce n'est pas que l'insécurité, ce n'est pas que la guerre. Okay? Ce n'est pas un risque quand même que vous prenez? Est-ce que c'est un risque? Je ne le dirais pas comme ça, parce qu'avant tout, en tant que patriote, je me vois, et c'est ce que je prône aussi dans mes messages, à chaque fois qu'on est à l'extérieur, on est ce visage d'Haïti. On doit promouvoir Haïti, parce que la mauvaise presse qu'on fait d'Haïti, elle affecte tous les Haïtiens à l'étranger. Et on ne peut pas s'en détacher. Oui, mais à qui s'adressent vos messages? Aux Haïtiens ou aux étrangers? Mes messages s'adressent déjà aux étrangers qui, eux, peuvent redécouvrir Haïti d'une autre façon, mais aussi aux Haïtiens de manière à les exhorter à vendre quelque chose de plus positif du pays et de ce que ceux qui sont sur le territoire sont en train de faire comme effort pour maintenir le cap, pour faire en sorte que le pays, il s'en sorte. Puisque vous avez collaboré à un moment donné au ministère du Tourisme, est-ce qu'on peut inscrire votre travail ou vos démarches dans la continuité de ce que vous faisiez avant au ministère du Tourisme? Alors, je vais dire que le tourisme, c'est aussi un champ de formation que j'ai effectué. OK? Et c'est vrai que j'ai eu quand même une dizaine d'années d'expérience au ministère avant de partir. Donc, je ne peux pas dire que c'est dans la continuité de ce que je fais précisément, mais c'est vrai que quand on est face à des migrants, on fait un travail d'accueil, on fait un travail d'hospitalité, donc finalement, ça se rejoint quelque part. Et si je me retrouve aujourd'hui, en tant que journaliste, à parler d'Haïti à l'étranger, peut-être j'aurai le même comportement que Madame Edmé, à dire oui, mon pays, c'est pas tout ce que vous entendez, c'est pas seulement ça, c'est pas le chaos. D'ailleurs, je vis là-bas. Mais dites-nous, quand vous vous trouvez dans la situation où il faut absolument parler de bonnes choses, évoquer le soleil tropical, parler de la musique, du carnaval, est-ce qu'il y a un point spécifique sur lequel vous voulez attirer l'attention? Je pense que le soleil dans la Caraïbe, c'est ce qui ne manque pas.
Donc c'est vrai qu'on a le soleil aussi, mais c'est pas forcément... le climat, il est un peu commun. C'est des affinités qu'on a avec la région caribéenne. Mais je pense qu'au-delà de ça, Haïti a une histoire suffisamment riche pour qu'on ait tant de choses à dire. Et je vais prendre l'exemple, par exemple, de l'activité de la soupe Joumon que nous organisons le 1er janvier. Depuis 2018, on le fait chaque année. Et chaque année, on a un thème autour de cette activité. Cette année, c'est sur les traces de l'histoire, construisons des chemins, des ponts d'amitié. Donc, c'est une activité qui nous permet de pouvoir sensibiliser les afrodescendants premièrement, mais pas que, sur ce qu'a été cette indépendance de la première République noire et le partage, le symbolisme autour du partage de la soupe Joumon. Donc, c'est autant de choses qu'on peut vendre d'Haïti, que ce soit sa cuisine, que ce soit sa musique, son histoire. Et surtout, on peut toujours inviter à venir découvrir Haïti. Parce que Haïti ne se résume pas à ce qu'on entend du chaos de Port-au-Prince. On a d'autres sites, on a d'autres potentiels historiques importants, touristiques importants. Donc, il y a toujours matière à dire d'Haïti. C'est tellement riche, en fait. Et comment ça se passe pour organiser, je dirais, un gros chaudière soupe et pour inviter Haïtiens avec l'autre étranger viennent manger, viennent boire soupe là? Ou bien est-ce que vous montrez mon yo qui j'en peux préparer le tout? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque année, on essaie de ressortir un thème. L'année dernière, on a eu la chance de ressortir un thème qui permettait à des chefs d'autres régions de la Caraïbe de venir s'approprier cette soupe en se disant que puisque c'est un acte qui disait qu'on est libre, on peut consommer de ce plat qui nous était interdit avant. C'est ce qu'on raconte l'histoire. Donc, du coup, on a permis à des chefs de la Dominique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de Martinique et d'Haïti de pouvoir se réapproprier la recette de cette soupe. Donc, du coup, l'idée, c'est pas seulement de manger la soupe ensemble, mais c'est de travailler, de montrer, de partager, de transmettre tout le symbolisme qu'il y a autour de cette célébration. Donc, l'année dernière, effectivement, on a eu des chefs à venir avec les ingrédients de leur territoire, préparer cette soupe qu'on a pu partager et puis... Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que ça reste original ou bien il y a des ingrédients qui altèrent le goût de la soupe? Alors, comme tous les plats, la soupe évolue avec le temps. Par exemple, à l'origine, on n'avait pas le macaroni. La carotte est entrée peu après dans les pratiques culinaires. Donc, c'est vrai que la soupe a évolué, mais l'essence même de la soupe est restée, à savoir le giroumon, la viande, etc. Et on a eu un travail intéressant et historique en termes de gastronomie qui a été fait avec le chef de la Dominique, Marc Lesdema, l'année dernière. Il a essayé de retracer la soupe originelle, avec les feuilles de betterave et la façon de préparer avant qui était différente. Parce qu'aujourd'hui, pour faire la soupe, pour cuire le giroumon, ils mettent au feu, ils mettent à bouillir, alors qu'avant, selon les recherches de ce chef-là, il fallait faire griller le giroumon pour l'attendrir, ensuite le passer au mortier. Donc, lui, il a reconstitué, au cours de cette célébration de l'année dernière, la soupe originelle pour partager. C'est vrai qu'elle est différente, mais je pense que l'essence et ce qu'on veut transmettre comme message reste le même. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est déjà présent, après le travail de Madame Dupuis, et qui a fait de la soupe un patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et est-ce que vous êtes dans le sillage ou bien est-ce que c'est dans la même perspective? Alors, moi, je salue ce travail effectivement qui a été fait parce que ce n'est pas quelque chose qui appartient qu'à l'haïtien. C'est un message fort qui a été lancé par la consommation de cette soupe. Donc, effectivement, moi, je suis dans la dynamique de transmettre ce message et de rappeler à tout le monde que Haïti a lancé le premier pas de liberté pour les Noirs. Et la soupe, en fait, elle lance ce message-là. Et c'est pour ça que moi, je suis dans la dynamique de partager ça avec tous les Afro-descendants, notamment avec les Caribéens, avec lesquels nous partageons beaucoup d'affinités. Et ils étaient nombreux, les chefs, à venir profiter de l'expérience ou bien à venir apprendre la recette?
Alors, on a pu recevoir des chefs de la Dominique, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Sainte-Lucie, de la Guadeloupe, et il y en avait de la Martinique, il y avait des chefs haïtiens. Donc, les territoires les plus proches, en fait, ont pu participer le 1er janvier. Après, il faut dire aussi que le 1er janvier, c'est une date pour l'instant qui de fait rassemble tous les Haïtiens, mais ce n'est pas pareil à l'extérieur. C'est quelque chose qu'on est en train d'apprendre aux autres, parce que le 1er janvier, les gens se retrouvent en famille pour l'échange des vœux, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on est en train d'inculquer. Donc, c'est un peu difficile de rassembler du monde, mais le fait que l'événement tienne depuis plusieurs années et qu'on a quand même une quantité importante de personnes qui y participent, je dis qu'on commence à atteindre ce but de véhiculer ce message et d'apprendre aux autres à redécouvrir l'histoire d'Haïti autour de moments de partage. Parlez-nous des missions de l'association AMCAM. Amitié Caraïbes-Amérique, c'est exact? Oui, Amitié Caraïbes au singulier, Amérique avec S. Ah, expliquez-nous ça, pourquoi? Alors, Caraïbes, parce que déjà, le slogan de l'association, c'est pour le rapprochement des peuples. Je pense que nous avons tous une âme caribéenne, peu importe d'où nous venons. Au-delà des cultures. Au-delà des cultures. Je l'ai dit dans un texte sur Martinique Première une fois, il est arrivé que certains Africains ont été éparpillés sur des îles comme des poissons vidés d'une nasse. Donc, peu importe qu'on soit martiniquais, guadeloupéen, dominicain, etc., on a eu ce bout d'histoire en commun. Donc, je pense qu'il faut se souvenir qu'il y a cette âme-là, qu'on a été arraché de quelque part, même si aujourd'hui, il faut évoluer avec l'histoire pour pouvoir avancer, mais se rappeler qu'on vient tous de quelque part, où nous étions frères, où nous étions ensemble. Et c'est pour ça que le slogan de l'association, c'est ça. Et je garde Caraïbes vraiment au singulier. Voilà. Et Amérique? Amérique, eh bien, on a l'Amérique du Nord, on a plein d'Amériques. Et voilà, je pense que ce côté-là, c'est moins probant que pour la Caraïbe. Donc, l'association a des ramifications dans plusieurs territoires d'outre-mer. Et aussi, vous êtes présente en Amérique, je peux le dire ainsi? Non? Alors, on va dire que l'association, son siège social, c'est en Martinique. Cela dit, la proximité qui existe entre la Martinique et la Guadeloupe fait également qu'on ait eu à intervenir en Guadeloupe. Et comme on est une association de coopération, je vais parler des missions tout à l'heure, de coopération, effectivement, on a eu à étendre nos actions, par exemple, à la République dominicaine, où j'ai pu animer des ateliers, notamment pour les femmes entrepreneurs migrantes, et participer aussi à la formation de l'association des entrepreneurs haïtiens de Santo Domingo. Donc, c'est vrai que dans le cadre de notre volet coopération et échange, on arrive à avoir des activités en dehors de notre siège social. Voilà. En Haïti, vous faites quoi pour l'association? Alors, en Haïti, l'une des missions de l'association, on va déjà voir les 3 missions de l'association, c'est vite fait. On a une mission d'intégration sociale sur le territoire. C'est une mission qui a été inspirée déjà de mon parcours personnel, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai été quand même confrontée à cette réalité de migrants, de pouvoir s'adapter aux nouvelles normes, au territoire, etc. C'est aussi inspiré du fait que en Martinique, il y a quand même une grande communauté en termes de chiffres d'Haïtiens. Par contre, on n'est pas suffisamment fort en tant que communauté. On n'est pas une communauté forte. Pourquoi? Parce qu'il y a ce déficit d'organisation, il y a ce déficit de projets communs, il y a ce déficit de se lancer dans des visions d'intérêt général pour la communauté. Donc, c'est vrai qu'on peut être nombreux en chiffres, mais ça ne veut pas dire que notre voix, elle porte. Okay? Donc, l'association a eu cette première mission d'intégration sociale, de permettre à ce que quand la personne arrive, de le mettre en contact avec des pairs qui puissent l'orienter, de lui donner les informations pertinentes à son installation, que ce soit en termes d'hébergement, de documents administratifs, parce qu'à ce niveau, là aussi, le siège social de l'association reçoit des gens pour les orienter dans leur démarche administrative de régularisation, etc. Donc ça, c'est la première mission de l'association. La deuxième mission de l'association, c'est une mission d'échange et de coopération. Et ça concerne
directement Haïti, parce qu'avec cette mission, on a pu orienter des étudiants d'Haïti à venir étudier dans des universités françaises et antillaises francophones. Okay? Ce que l'association fait, c'est vrai que je le précise, nous n'avons pas la possibilité d'octroyer des visas ou quoi que ce soit, c'est pas ce qu'on fait, mais on accompagne le montage de projets d'études, que ce soit la recherche de formation, et le montage de dossiers pour présenter à l'ambassade, mais surtout l'accueil quand la personne arrive sur le territoire. Parce que notamment à l'ambassade de France, quand il faut mener un projet d'études, on demande une preuve que nous avons un hébergement là-bas. Et c'est difficile pour la personne restant en Haïti de trouver un hébergement à l'extérieur. Difficile à plusieurs niveaux. Il faut des garanties financières, ça c'est la première chose. Mais le loueur, lui, qui est à l'extérieur, ne vous connaît pas. Donc, il ne sait pas s'il peut vous faire confiance pour venir dans son logement. OK? Et aussi, donc, les transactions se porte garant. Se porte garant à ce niveau-là. Ou bien plutôt, facilite l'échange à ce niveau-là. Donc ça, c'est la deuxième mission de l'association, c'est à accompagner en termes d'études. Et puis la troisième mission, notamment avec l'exemple que j'ai donné là pour la soupe Joumon, nous organisons des activités culturelles qui permettent en fait que non seulement l'haïtien peut se présenter autrement dans la communauté d'accueil, mais surtout que nous autres, nous arrivons à comprendre comment fonctionne, à accepter la culture de la communauté qui nous reçoit. Parce que ce qui arrive souvent, c'est que nous voulons toujours transmettre ce que nous avons, mais on ne prend pas le temps de s'approprier sans s'acculturer de ce qui est autour de nous. Petit exemple ou une petite blague, Haïtien dit « c'est manger pas au kipi bon ». C'est vrai que notre gastronomie, c'est une richesse. Mais il faut toujours se mettre en tête cette ouverture d'esprit de pouvoir apprécier et de comprendre la différence de préparation, de goût, d'ingrédients et d'épices qui existent dans la communauté. Donc les activités culturelles ont ce double effet de partager ce que nous avons et aussi d'accueillir et de tolérer, de comprendre et d'accepter l'autre pour que nous puissions vivre ensemble en harmonie. Là, je viens de résumer les trois missions effectivement de l'association. En plus des activités culturelles, récréatives que vous organisez, je présume que ça vous rapporte un peu d'argent, mais à part ça, est-ce que vous avez d'autres sources de financement? Alors, l'association a des donateurs, et aussi fonctionne à travers les subventions. Quand on a un projet d'activité, eh bien, on fait la recherche de subventions par rapport à l'activité. Je vais donner un exemple. Il y a un nombre intéressant d'Haïtiens dans le domaine sportif en Martinique. Ce sont des joueurs de football. Je salue cette équipe de football, Haïti All Stars. Et c'est une équipe qu'on a pu, structurer nous-mêmes au sein de l'association. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs joueurs haïtiens qui évoluaient dans des clubs séparés en Martinique. Et on a réalisé qu'il y a un fort potentiel. On les a regroupés pour former une équipe haïtienne, Haïti All Stars, que ça s'appelle maintenant, avec la Ligue de football martiniquaise. On a apporté ce projet de discuter un match entre l'équipe haïtienne et l'équipe de Martinique. Et ce projet a été supporté par la Ligue martiniquaise de football. Donc c'est pour vous expliquer qu'à chaque activité qu'on fait, il y a un mécanisme de pouvoir rechercher du financement. Et je salue vraiment cette équipe de football. Et à partir de là, il y a eu des projecteurs sur ces joueurs-là qui ont pu intégrer d'autres clubs et lancer vraiment leur carrière professionnelle et même se régulariser sur le territoire. Donc ça, c'est important. C'est un travail important d'utiliser le sport comme vecteur de cohésion sociale. Voilà. Donc, sinon, on a des donateurs, effectivement, qui soutiennent l'association et qui permettent à son bureau de pouvoir fonctionner de manière permanente. Et ce sont des personnes physiques et des personnes morales. Merci Rodney Edmé. Je vous invite à patienter le temps d'observer la courte pause. Merci d'accepter d'être avec moi ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point. À tout à l'heure. Merci, c'est un honneur. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. L'invité d'aujourd'hui, la socio-professionnelle, si je peux l'appeler ainsi, Rodney Edmé, qui est présidente de l'association Amitié Caraïbes Amérique. À tout à l'heure.
Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce matin. Lady Wood, de son vrai nom, Rodney Edmé, est l'invitée de ce matin. Et pourquoi vous vous surnommez Lady Wood? Alors, je ne pensais pas qu'elle viendrait celle-là. Lady Wood, c'est mon nom de plume. C'est vrai qu'à mes heures perdues, je griffonne des choses pour mes tiroirs. De quel genre? C'est du storytelling, de la poésie et un peu tout ce qui me passe par la tête. Il suffit que je sois inspirée. Donc voilà. Au cours de la première partie de l'émission, vous avez fait état des difficultés auxquelles vous avez dû faire face pour vous intégrer à l'étranger. Mais finalement, vous avez réussi. Globalement, pour les migrants que vous avez su côtoyer et qui peut-être n'ont pas eu les mêmes possibilités que vous, est-ce que vous pouvez nous faire état des problèmes, des difficultés des migrants? Alors, moi, je dirais que le plus grand obstacle qui se dresse devant eux, c'est ce manque de partage d'informations. La personne laisse son pays pour aller quelque part sans avoir les éléments d'information nécessaires à son installation. Elle arrive sur le territoire, elle ne sait pas où se retourner pour savoir comment fonctionne le pays, en fait. Et je pense que c'est le plus grand problème. Ça peut nous éviter tellement de choses, de pouvoir communiquer, de pouvoir transmettre, de pouvoir informer. Et c'est le plus gros problème que j'ai pu comprendre qui entrave l'intégration des migrants que j'ai pu côtoyer. On va prendre un exemple. Il vous faut aller à un entretien d'embauche. Vous arrivez sur la route, vous attendez le bus. Mais les bus ont des horaires et vous ne savez pas. Donc ça, c'est quelque chose de banal, mais qui peut vous faire perdre un emploi, perdre une opportunité. Donc, finalement, les conséquences deviennent lourdes. Voilà. Vous avez besoin de régulariser, vous arrivez clandestinement, ce que je n'encourage pas du tout, parce qu'il y a des procédures à suivre pour s'installer sur un territoire. Moi, je suis toujours pour qu'on intègre cette procédure et d'avoir une validation qui nous permette de rentrer de manière régulière. Mais toutefois, on a été confronté à la réalité de pouvoir accompagner des gens qui rentrent clandestinement. Okay? Et là, ils arrivent, ils ne savent pas où est, par exemple, c'est en France, la préfecture, ou faire les formalités de migration, faire les formalités de sécurité sociale. Donc finalement, ça se résume à un seul élément, partage d'informations. Et c'est pour ça aussi qu'au sein de l'association, chaque début d'année, quand nous recevons la cohorte d'étudiants, que ce soit des étudiants qui rentrent par le biais de l'accompagnement de l'AMCAM ou des étudiants qui viennent de manière individuelle, nous faisons une journée d'immersion. Cette journée a pour but déjà de permettre à ce nouveau groupe d'arrivants de repérer les bâtiments administratifs, les pôles qui sont nécessaires s'ils sont malades, s'ils ont besoin de soutien, d'hébergement, de soutien alimentaire ou de formation aussi. Donc, on identifie ça, on fait intervenir des gens qui travaillent dans ces secteurs pour pouvoir échanger avec eux et répondre à leurs questions. Ça, c'est le premier point. Et la seconde chose qu'on fait, qui est très importante et pertinente aussi, c'est de les mettre en connexion avec des pairs, le réseautage. Une fois qu'il y a quelqu'un qui soit là pour leur dire, voilà comment ça marche, voilà ce qu'il faut faire, ça permet déjà de mieux appréhender les difficultés qu'on peut avoir, mais ça permet aussi de dépasser différemment les chocs culturels, parce que ça, c'est inévitable, les chocs culturels. Mais quand on a quelqu'un qui a déjà vécu l'expérience et maintenant qui peut se servir de ça pour effectivement vous parer des chocs, vous allez faire votre propre expérience, mais vous n'aurez pas à revivre ce que cette personne-là a déjà vécu. Donc voilà. Discrimination, xénophobie, vous avez eu à faire face à cela? Je répondrai de cette manière, surtout pour la xénophobie, de ce que j'ai pu comprendre à travers mon expérience. Souvent, la xénophobie est accentuée par la méconnaissance de l'autre, notamment quand on parle de notre communauté haïtienne à l'extérieur, qui trimballe avec elle toute cette pression, cette mauvaise image qu'on se fait d'Haïti.
c'est normal qu'arrivé sur un territoire d'accueil, la communauté qui est déjà là se pose des questions. Donc, je ne vais pas... Vous avez un exemple? C'est-à-dire? Quand on trimballe avec les pratiques de chez nous, vous avez des exemples de comportements qui pourraient surprendre, avoir un effet de choc sur, pas sur l'étranger, mais sur les gens qui vous accueillent. Okay. On va prendre, je n'ai pas un exemple à proprement parler, mais on va illustrer, d'accord? Disons qu'il y a ce qui se passe aujourd'hui en termes d'insécurité et qu'un Haïtien arrive là-bas et que la communauté d'accueil se dit il y a l'insécurité en Haïti, peut-être que c'est quelqu'un de violent, on va rester dans nos limites, on va faire attention, etc. À cela, je vais vous dire que quand on regarde le taux de délinquance ou de banditisme qui peut y avoir dans les territoires où l'association est présente, notamment en Martinique, il n'y a pas forcément un taux représentatif d'Haïtiens. Et même, j'exagère en disant ça. Donc, ce ne sont pas les Haïtiens, premièrement, qu'on voit liés aux actes de banditisme, alors que ce qu'on entend d'Haïti ici, c'est qu'il y a l'insécurité liée aux actes de banditisme. Donc, c'est vrai que cette image-là, quand on véhicule ça, ça crée une frayeur dans la communauté d'accueil, mais à voir la réalité, ce ne sont pas eux qui sont les plus délinquants ni les plus violents. Okay? Donc, je pense que ce côté de la xénophobie est souvent accentué par cette méconnaissance de l'autre. Et c'est pour ça qu'il faut que chacun de nous, que nous soyons en Haïti ou à l'extérieur, nous soyons des ambassadeurs de bonnes nouvelles sur notre culture, sur notre histoire, sur nos manières de vivre et qu'on ait cette tolérance de pouvoir partager ça avec les autres. Étant donné que les nouvelles vont vite, vont très, 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 très vite, il y en a qui nous précèdent même. Est-ce qu'on va vous prendre au sérieux quand vous parlez ainsi de votre pays? C'est-à-dire? Écoutez, quand vous dites voilà ce que nous avons comme culture, voilà ce que nous avons comme chose de bien et autres, est-ce qu'on va pas nous passer en dérision? Alors, moi, je pense que les preuves sont déjà là, les témoignages sont déjà là. Sur la culture, sur ce qu'on peut vendre, sur ce qu'on a comme richesse. On a notre histoire déjà, on a par exemple notre musique. Regardez cette musique-là qui est sortie récemment de Joey Douette-Filé, qui a repris un petit peu la musique de Tonton Bichard à une époque. Vous voyez, vous connaissez ou pas? Vous dansez, vous? C'est une question. Mais si, c'est une question. Voilà, cette musique est sortie et aujourd'hui, c'est un exploit. Okay? Tout le monde, indépendamment de leur nationalité, ils sont en train de consommer la musique. Ils consomment beaucoup la musique haïtienne aux Antilles françaises. Donc, est-ce qu'on va me prendre de sérieux? Je pense que déjà, la réponse, elle est là, que ce soit à travers notre histoire, notre gastronomie, ce qu'il nous manque aujourd'hui. Okay? C'est de promouvoir les sites à découvrir en Haïti. Je sais que c'est un peu utopique d'inviter en Haïti actuellement, mais je dirais encore qu'Haïti ne se résume pas à la capitale et qu'il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup de choses à voir en dehors de ça. Je vois je décèle, je dirais, de la passion de ce que vous dites. D'ailleurs, vous vous êtes présenté comme étant patriote. J'ai pu le comprendre, mais votre association existe dans plusieurs pays et apparemment en Amérique aussi. Vous arrivez presque chez nous là en République dominicaine. J'ai envie de vous demander, est-ce qu'au moins on pense à Rodney Edmé? Est-ce qu'il y a un gouvernement qui pense à vous parfois? Écoutez, vous seriez très bien placé pour vendre Haïti d'une autre manière, mais au nom de l'État, au nom du gouvernement, par exemple. Alors, je vais répondre en deux volets. La première chose, c'est de dire que quand j'étais en Martinique, notamment, j'ai pu collaborer avec le consulat haïtien aux Antilles françaises. Et cette démarche-là a été dans le but de faciliter les ressortissants haïtiens, mes compatriotes, à avoir ne serait-ce que leur passeport, leur document d'état civil, parce que sans ces documents-là,
on ne peut pas intenter une procédure de régularisation ou d'intégration sur le territoire. Quand nous sommes arrivés, on a vu qu'il y avait pas mal d'Haïtiens qui venaient voir l'association, ok, et pour les aider dans leur démarche sur le territoire. Et à ce moment, on a compris que ce qui bloquait la procédure, ce n'était pas qu'ils n'étaient pas qualifiés. On ne pouvait même pas savoir s'ils étaient qualifiés, mais ils n'avaient même pas la chance d'initier la procédure parce que soit ils n'avaient pas leurs documents d'extrait, d'état civil en général, extrait de naissance, extrait de mariage, leur passeport et tout ça. Ce qui est quand même le document préliminaire pour faire quoi que ce soit sur un territoire. On est d'accord. Donc du coup, avec l'association, on a pu avoir une collaboration avec le consulat d'Haïti aux Antilles françaises qui a son siège social en Guadeloupe. Okay, mais qui s'occupe de la Dominique, de Saint-Martin, partie française, de la Guyane française, dont maintenant c'est plus la Guyane, il n'y a plus la Guyane dedans. Donc on a pu avoir cette collaboration de manière à permettre que les ressortissants aient cet accès de pouvoir faire une demande de passeport et de documents d'état civil. J'ai pu effectuer cette collaboration pendant plus d'1 an en traitant des milliers de dossiers, c'est-à-dire en favorisant que des milliers d'Haïtiens aient leurs documents qui leur permettent de pouvoir poursuivre la démarche de recherche d'emploi, de location de maisons, de documents d'identité sur le territoire. Donc, je dois dire qu'à ce niveau, j'ai fait l'expérience de pouvoir travailler effectivement avec l'État et d'apporter, de prêter mes forces. Et on a mis fin à vos services. De prêter mes forces à travers l'association. Son siège social servait de point de relais pour le consulat en Martinique et c'était une vraiment très belle collaboration qui a duré 1 an et on a pu soulager des milliers, je dis, de compatriotes haïtiens à avoir leurs documents. Donc ça, c'est la première façon. Effectivement, en Haïti, je dirais tout simplement, le pays a besoin qu'on tous, à notre niveau, qu'on prête main forte pour qu'on s'en sorte. Maintenant, est-ce qu'un gouvernement serait intéressé à moi? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je dirais que tant qu'on peut aider, c'est une bonne chose. Quel genre de contribution la diaspora peut apporter à Haïti pour l'aider normalement à sortir de ce bourbier? Alors, c'est bien de dire bourbier, parce que c'est vrai que cette situation de crise qui se répète est de plus en plus alarmante. Mais moi, je dirais que dans chaque crise se révèlent des opportunités. Et c'est sur ça, aujourd'hui, qu'il faut s'accentuer. On ne va pas oublier que la diaspora haïtienne est quand même un soutien économique assez important pour Haïti, que ce soit dans les transferts monétaires, soi-disant 30% du PIB, ok? Que ce soit en matière de support humanitaire, quand il y a une catastrophe, on voit avec quel élan de solidarité, de compassion que la communauté haïtienne, la diaspora haïtienne se mobilise pour répondre effectivement à des besoins ponctuels, ok? Que ce soit en termes d'influence politique où aujourd'hui la diaspora haïtienne peut exercer un plaidoyer auprès des gouvernements internationaux sur des sujets qui sont pressants, peut aussi sensibiliser les médias, que ce soit en termes de préservation culturelle, parce que notre diaspora aujourd'hui est en train de promouvoir la culture à l'international. Donc on peut voir que même dans cette situation de crise, la diaspora reste quand même un pilier crucial et incontournable. Ce que moi je pense qu'il serait bien, et sûrement le gouvernement a une feuille de route bien tablée là-dessus, c'est de pouvoir structurer, coordonner, ajuster toutes ces actions-là de manière à répondre à des besoins pas seulement ponctuels, mais qui puissent aller dans la continuité et structurer les choses. Voilà. L'insécurité aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça me dit? Ça, c'est la question piège. Mais je vais dire que comme tout un chacun, déjà que je suis ici, je suis autant affectée que n'importe qui. Et c'est regrettable parce que ces crises nous empêchent d'avoir des actions continues, que ce soit dans le privé, dans le secteur économique, que ce soit dans le secteur social. Par exemple, très banal, il y a un artiste qui est rentré récemment pour jouer en Haïti, un artiste antillais. Et par la suite,
il a été bloqué parce que les vols ont cessé. Donc, ce genre de choses qui arrivent avec l'insécurité vraiment met le pays au ralenti. Et je pense, je l'ai entendu dire, que c'est une priorité aujourd'hui du gouvernement. Donc, c'est tout ce qu'on souhaite, c'est que ça se résolve rapidement. C'est le souhait de tout le monde. Quand vous repartez, ou si vous avez l'intention de repartir tout de suite, vous direz quoi à Martinique Première comme message d'Haïti? D'accord. Déjà, je vais dire que, haïtienne, dans mon pays, je ne suis pas du tout pressée de repartir. Je suis chez moi. C'est vrai que je l'ai dit aussi que je sois en Martinique également ou en Guadeloupe, en République dominicaine. Je suis également chez moi parce que je suis caribéenne. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une âme caribéenne pour le rapprochement des peuples. Mais c'est vrai que quand je retournerai là-bas, quand viendra le moment, eh bien, je ferai comme avant. Je vais, à mon niveau, demeurer une ambassadrice de tous ces efforts que je vois qui se font aujourd'hui pour permettre à ce que notre pays s'en sorte très bien. Je vous remercie infiniment, Oudni Edmé, d'avoir accepté d'être avec moi ce matin sur le plateau de la rubrique Le Point pour parler d'Haïti, pour partager ce que vous avez vécu là-bas et même faire des recommandations aux Haïtiens et Haïtiennes de la diaspora qui, comme vous, peuvent faire autant. Je te remercie, Wendell, de m'avoir invité. C'est vraiment avec plaisir. Je terminerai par dire à mes compatriotes de la diaspora surtout qu'aujourd'hui, nous sommes plus de 2,5 millions éparpillés dans la diaspora, notamment avec plus de 900 000 aux États-Unis, entre 500 000 et 1 million en République dominicaine, plus de 150 000 dans les Antilles françaises. Je pense qu'il faut continuer à mener des actions structurées, à avoir des visions d'ensemble, des visions communes pour que nous fassions en sorte que notre voix, elle porte. Je sais que chacun est empathique et compatissant à aider un frère, à aider un ami, mais aujourd'hui, il nous faut converger tous nos efforts pour que nous puissions avoir en fait plus d'impact. Voilà. Et Merci. Puis, j'invite tout le monde à soutenir les projets d'amitié Caraïbes-Amérique, notamment sur notre page Facebook amcam.asso. Vous avez les informations pour intégrer cette association. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je vous en prie. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'était Oudni Edmé. Merci de nous avoir suivis. Passez une bonne journée, un bon week-end avec Métropole et à la semaine prochaine. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de Unipièce, Cordia Shipping et Lissa Lotto.